et bienvenue à tous dans cette nouvelle session de notre cycle de synagogue raélienne. Un grand bonjour. Session au cours de laquelle nous allons aborder aujourd'hui le sujet, me semble-t-il, le plus important parmi tous, tant celui-ci aura un impact planétaire phénoménal sur l'avenir de notre civilisation. Il s'agit de la construction du troisième temple, tant attendu depuis 2000 ans. Celui-ci accueillera le retour des Elohim sur terre. À noter que cette synagogue est bien sûr enregistrée et fera l'objet d'un replay sur la chaîne YouTube The Elohim du troisième temple. Également, je vous informe que vous pouvez bénéficier de traductions en italien, anglais et espagnol. Pour cela, il suffit de vous rendre en bas de votre écran dans le module interprétation et de choisir tout simplement la langue de votre choix. Voilà, alors avant bien sûr d'entrer dans le vif du sujet, également quelques petites informations d'ordre technique afin de faciliter et fluidifier nos échanges. Voilà, cette séance donc pour information durera entre 1h et 1h30. Elle se déroulera en deux parties. L'une consistera à présenter ce sujet sous l'angle historique des premiers et deuxième temples, puis sous l'angle des perspectives d'avenir que générera la construction du troisième temple. Et une deuxième partie qui consistera en une période de questions-réponses. Et pour ce faire, notez que vous aurez deux possibilités pour poser vos questions. Soit par voie orale, en levant la main, mais exclusivement, non pas en levant la main comme ça, hein, non, pas ça, exclusivement en faisant glisser votre curseur vers le bas de votre écran, qui fait apparaître la barre des tâches, hein, et puis vous glissez jusqu'à l'icône main levée et vous sélectionnez la couleur de la main de votre choix. Et aussi surtout, on ouvrira votre micro à la condition que votre caméra soit ouverte et qu'on voie votre joli visage. Voilà. À la suite de quoi l'équipe technique, bien sûr, ouvrira le micro. Sinon, pour ceux qui peut-être n'oseront pas parler, vous avez aussi la possibilité d'écrire vos questions dans le chat qui doit être maintenant ouvert. Et voilà, et on ira sélectionner quelques questions auxquelles nos invités pourront répondre. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux grands invités, deux grands spécialistes de ce sujet, en la personne de Léon Mellul, grand rabbin raélien et porte-parole du Mashiach Raël, et puis Daniel Turcotte, directeur général du projet Ambassade extraterrestre et assistant direct de Raël pour le projet Ambassade. Alors voilà, donc Léon et Daniel, bonjour et bienvenue dans cette séance. Et puis c'est un grand plaisir de vous accueillir. Et peut-être un petit mot avant de commencer, Léon? Oui, bonjour Mariella, bonjour à tous, bienvenue à cette synagogue raélienne qui traite encore une fois d'un sujet très intéressant puisque c'est un projet qui va être, comme a dit Mariella, un projet qui va être pour la survie et l'émancipation de l'humanité. Quelque chose d'extraordinaire qui nous attend car nous vivons la plus belle époque de l'histoire de notre humanité. Et soyons là, soyons prêts, parce que ça va arriver très vite. Donc, pour cela, je pense que euh, pour moi, ça va. Aujourd'hui, on n'a pas le plaisir d'avoir Xavier avec nous, qui est notre top intervieweur, mais Mariella le remplace d'une main de maître. Alors, merci Mariella, merci à toute l'équipe, merci à l'équipe technique, tout comme à l'équipe de traduction qui sont là pour vous, pour votre plaisir, pour votre bien-être et pour votre confort, quoi. Alors, à tout à l'heure. J'attends qu'on me donne la parole avec Marielle. Daniel, un petit bonjour?
Bonjour. Bonjour à tous. Un grand plaisir d'être avec vous en ce magnifique dimanche. Et puis, on se reparle tout à l'heure. Merci Daniel, merci Léon. Bien écoutez, voilà, nous pouvons enfin entrer dans le vif du sujet. Léon, le premier temple, parce que c'est pas le tout de parler du troisième temple, mais Non, faudrait-il encore commencer par le premier? ben oui, on va commencer par projeter une vidéo qui va parler du temple, du premier temple de Salomon. Et après ça, je ferai un petit compte rendu sur le sujet. Alors, on y va avec la vidéo. Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's temple was still standing. Understanding the significance of its location, history, and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of three major valleys: the Hinnom, the Central or Tyropian, and the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock, which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites, the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 BC, he made Jerusalem his capital. David then moved the Ark of the Covenant to Jerusalem and began preparations for building a permanent structure to replace the portable tabernacle of Moses that had been used for over 400 years. With the ancient city of Jerusalem being fairly small, David purchased the threshing floor of Araunah the Jebusite so he could expand the size of the city. Being higher than the city of David, the hilltop would make a beautiful place to build the temple of the Lord. Under the reign of David's son, King Solomon, the temple construction began. After 7 years of construction in about 960 BC, Solomon finished building the temple, most likely built over this same protruding rock of Mount Moriah. Solomon also built himself a new palace just south of the temple and expanded the walls of the city up towards the peak of Mount Moriah. Eh bien voilà, c'est toute une histoire, les amis, parce que je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui a amené Salomon à construire ce premier temple, puisque c'était David, son fils, son père plutôt, le roi David, qui voulait construire ce premier temple. Et il était certainement en contact avec les Élohim, puisque Yahvé lui-même lui a dit, tes mains sont pleines de sang, et ce n'est pas toi qui construiras le premier temple, ce sera ton fils Salomon. Alors, à ce moment-là, il y a eu d'autres effets qui me laissent supposer, en plus de celui-là, que David était en contact avec Yahvé même et qu'il volait même avec lui, probablement dans une soucoupe, ou qu'il a fait un voyage sur leur planète. Parce qu'à un certain moment, dans le livre des psaumes, ce qu'on appelle en hébreu Télim, c'est le psaume 17-10, on dit très clairement, David, il dit clairement dans le psaume 17-10, il inclina les cieux et descendit. Et ça me rappelle quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je pense à ça chaque fois que je suis dans un avion, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que à chaque fois qu'un avion prend un virage à droite ou à gauche, on dirait que c'est le ciel qui est incliné. Et ça me fait rappeler ce psaume de David qui dit « Il inclina les cieux et descendu », donc il ne pouvait voir que cette inclinaison qu'à l'intérieur de l'engin ou de la soucoupe dans laquelle les Elohim l'avaient certainement emmené faire un tour. Disons qu'il y a même des écrits qui confirment
que le roi Salomon se déplaçait vers sa bien-aimée qui était en Éthiopie, la reine de Saba, en une fraction de minutes, tant que ça prenait pourtant des heures et des jours en chameau entre Jérusalem et l'Éthiopie. Bon, ben, on va continuer sur le sujet, mais qui était le roi Salomon? Alors, le roi Salomon, premièrement, c'était quelqu'un, apparemment, d'après ce qu'on dit, de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de pacifique. Il n'y a jamais eu de guerre, il n'a jamais tué personne. C'était un grand sage. Il parlait plusieurs langues, même celles des animaux. Et ça me laisse encore une fois penser que probablement il a été aussi sur la planète des éternels et qu'ils lui ont mis un casque sur la tête, qu'il comprenait non seulement peut-être plusieurs langues, mais qu'il comprenait surtout le langage des animaux. Et Raël nous dit aujourd'hui quand il va dans un zoo, il imite les bruits des animaux et qu'ils lui répondent. Donc, c'est probablement quelque chose, il y a une connexion là-dedans, je ne veux pas m'avancer, mais il y a une connexion certainement là-dedans qui peut nous donner à réfléchir. Alors, et quand que Salomon a voulu construire ce premier temple, il a dit à Yahvé dans un écrit, il lui a dit, tu habites dans les nuages et je construirai ta maison parmi ton peuple. Donc, on voit que ceux qui habitent dans les nuages, ce n'est pas un Dieu immatériel. Et si c'était un Dieu qui est immatériel, il n'a pas besoin de maison. Mais bon, là, on nous laisse entrevoir quelques passages qui sont révélateurs de ce message que le dernier messager des Elohim nous apporte aujourd'hui, grâce à qui il éveille notre conscience, il éveille nos connaissances et que nous sommes prêts à accueillir des êtres qui viennent de l'espace, qui ne sont pas un Dieu unique immatériel, mais une civilisation extraterrestre, qui nous ont créés il y a plus de 25 000 ans à leur image, à leur ressemblance, et que bientôt nous allons accueillir, car notre époque est la plus belle époque de l'histoire de l'humanité, où nous avons vu un petit peu de l'époque de nos parents, que nous sommes en train de voir cette époque progresser au fur et à mesure, et que nous allons arriver, si bien sûr nous sommes vivants, à accueillir ces êtres de l'espace et que enfin le mystère de Dieu sera fini. Alors, on va continuer avec ça parce que comment qu'il construit ce troisième temple, ce premier temple, qu'il a été construit 970 ans approximativement avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi ce lieu précisément? Donc, dans ce lieu, n'oublions pas que là où il y a actuellement la mosquée d'Al-Aqsa, c'est ce qu'on appelle le dôme du rocher. Sur ce même rocher ou dans ce même emplacement, il y a eu le premier laboratoire de création de la vie par les Elohim. Par la suite, c'est dans ce même lieu et sur ce même rocher qu'Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Et c'est de ce même rocher, de ce même lieu, que Mohamed est parti vers le ciel, sur El Borak, là où il a fait son voyage nocturne, et qu'il a rencontré les Elohim, donc il est devenu un de leurs prophètes. Donc c'est cet endroit-là continue à être sacré aussi bien pour les Juifs que pour les musulmans. Et bien sûr, ce premier temple était construit à cet endroit-là, et le deuxième temple a été construit à cet endroit-là. Donc, Salomon était, en même temps, c'est lui qui était le juge de son peuple. Et je pourrais vous raconter une anecdote parce que il était tellement juste dans son raisonnement qu'à un certain moment, il y a deux mères qui sont venues le voir. Il a dit, les deux réclamaient que le bébé qu'elle portait, qu'une des deux portait, était le fils de l'autre. Et Salomon dans sa grande sagesse, est arrivé à dire, bon, ben écoutez, comme on ne sait pas qui est la mère, on va le couper en deux et on le donnera la moitié à chacune. Et la vraie mère a dit, non, non, je préfère qu'on lui donne plutôt que de couper mon bébé.
Donc, il a su qui était la vraie mère. Mais bon, c'est juste une petite anecdote en passant pour voir jusqu'à quel point cet être était tellement sage. Et il était, d'après les écrits même, il était le premier, Salomon était le premier qui a fondé la franc-maçonnerie avec Hiram, le roi de Tyr, et Hiram Abif. Et à l'image du temple de Salomon, on peut voir sur toutes les temples maçonniques ou dans tous les temples maçonniques du monde, 2 colonnes à l'entrée qui sont les mêmes colonnes, à l'image des 2 colonnes qui étaient dans le premier temple et bien sûr qui ont été imitées dans le deuxième temple. Maintenant, ces 2 colonnes, c'était au nom de 2 architectes, si on veut, des bâtisseurs qu'on appelait les francs-maçons, Jekin et Boaz, que probablement vous avez entendu parler. Mais là, on peut voir comment a-t-il été taillé ce temple, puisque, d'après les commandements des Elohim, il ne pouvait être taillé, les pierres ne pouvaient être taillées ni par du métal, ni avec du bruit. Donc, comment pouvait-on tailler des pierres sans objet de métal et sans bruit? Donc, on va vous passer une vidéo de 2 personnes religieuses qui expliquent qu'est-ce que c'était ce fameux chamir, comme on appelle en Israël, qu'ils prennent pour un verre, qui a disparu depuis. Donc, on projette cette vidéo qui en dit long sur ça. עד ימי בית ראשון, שזה אומר תקופת המשכן, תקופת משכן שילה, שזה 480 שנה, המזבח היה בנוי מעצים ולב אדמה. אבל בבית המקדש בארץ ישראל חייבים לבנות מזבח מאבנים. כתוב בתורה, מזבח אבנים תבנה לי, לא תבנה את עין גזית. מה הכוונה? לא תחצוב אותם עם ברזל. תקות ישרות, לא בברזל. מה עושים? יש סיפור יפה, אני בתור ילדה מאוד אהבתי את הסיפור הזה, שבאמת שלמה המלך חקר ודרש וגילו לו שהשמדי, מלך השדים, הוא מחזיק אצלו באיזשהו מקום נסתר את תולעת השמיר, והוא שלח את בניהו בן יהוידע, והוא הרים על השמדי ותפס אותו והצליח להביא את תולעת השמיר. יש פה כל מיני תיאורים, כל מיני דעות, מה הייתה אותו תולעת? האם זה באמת תולעת כפשוטה? שהיו שמים לה כנראה עופרת ומשהו, והיא הייתה עם זה מתיישרת, איזשהו חומר כזה שהיה גורם לה להתיישר, וכמו מקבילה של קרן לייזר כזו של ימינו, שחותכת ישרות את התודעה. באמת קראתי שבפיליפינים גילו תולעת שהיא חותרת מסילות באבן גיר. יש דעות בחז"ל. יש דעות למשל, זה סוג של אבן טובה, משהו כמו שהיום משתמשים ביהלום, לצורך ביקוע, לצורך חציבה, לצורך חיתוך זכוכית וכו'. שזה גם הייתה איזשהו סוג של אבן טובה, שבאמצעותה יכלו לחצוב את האבנים. וכנראה שהמילה מסמר, המילה שאנחנו משתמשים, מסמר, היא באה מהמילה שמיר. אין לנו ידע מדויק, בדיוק מה הייתה תולעת. מה אנחנו כן יודעים? שבאמת, אחרי חורבן בית ראשון, תולעת זו נעלמה. בבית שני, כשבאו לבנות מחדש מזבח, אחרי חורבן בית ראשון, כשבאו לשקם ולבנות מחדש בית שני, הייתה באמת בעיה קשה. ואז מה שעשו, א', פתרון אחד, הביאו אבנים שנקראות אבנים מפולמות. אבנים שהביאו אותם מהים, מהנחלים, ידעו שהאבן הזו לא היה במגע של ברזל, ואז היו בונים באיזושהי צורת המזבח, והיו ממלאים אותו באבנים כאלו, וביניהם שופכים איזה, כמו טיט כזה, ככה בונים את המזבח, מצפים אותו מסביב בטיט. כאילו, אבנים טבעיות. אבנים טבעיות. דעה שנייה, שהייתה להם איזו טכניקה של פיצוץ אבנים באמצעות מערכת של עצים לחים, שמפוצצים. עד היום, אגב, יש מקומות שמשתמשים בשיטות פרימיטיביות, מה זה נקרא היום, של חצירה כזו של אבנים. התייעצתי עם תלמיד חכם, ושאלתי אותו, אז כאילו אין לנו היום את התולעת, אז מה יהיה? אז הוא אמר, אפשר עם קרן לייזר. אגב, יש שם גם קידוחי מים, זה פתרון. גם קידוחי מים חוץ במבנים. אז אם אנחנו בונים את בית המקדש השלישי, זה יהיה בלייזר. זה נושא באמת שכבר יכול להיות פתיר, השימוש הזה באמת בקרן לייזר, שזה לקחת
את הטכנולוגיה, ובזה באמת נשתמש לצורך בניין המקדש. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup à réfléchir puisque on nous parle du shamir. Et le shamir est un laser. Donc, comment le temple de Salomon a pu être construit sans objets de métaux et sans bruit? Qui a donné un laser à l'époque du roi Salomon, qui était 970 ans avant Jésus-Christ, pour couper les pierres avec un shamir, avec un laser, et construire ce troisième temple sans bruit et sans objet de métaux? Alors là, on peut se poser la question, est-ce que, bon, les religieux te disent c'était un verre qui coupait un verre, bon, un verre de terre peut-être. On peut voir toutes les pyramides qui ont été bâties et des murs qui ont été encastrés, les pierres sont coupées d'une façon extraordinaire, avec une précision extraordinaire, et en même temps, c'est des blocs d'une capacité, d'un poids énorme. Donc, on peut aujourd'hui réfléchir, arrêter de croire un petit peu, puis réfléchir à ce fameux shamir qui a été utilisé pour la construction du premier temple seulement et qui a disparu après. Maintenant, pour quelles raisons les Elohim ne sont pas arrivés dans ce premier temple? On pourrait en parler pendant longtemps. C'est parce que Salomon avait plusieurs femmes. Ces femmes-là, les commandements des Elohim, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait des images, des statues, de l'idolâtrie dans ce temple. Et ces femmes, bien sûr, qui venaient de 1001 pays et des pays aux alentours, il y avait, je ne sais plus combien de 700 et quelques femmes, bon, chacune a commencé à porter ses idoles et c'est devenu une maison, si on veut, qui n'était plus pour l'accueillir les Elohim, mais c'était devenu un temple païen, quoi. Et les Elohim ont décidé de ne pas venir. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a eu la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Alors, le roi de Babylone, Babylone, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, et c'est de là que vient Bab-El. Bab-El se trouve en Babylone. C'est là où a été construite la tour de Babel. Et quand on prend le mot Bab-El en arabe, Bab veut dire porte, et El, c'est Elohim, c'est-à-dire la porte des Elohim. Et c'est pour ça qu'ils ont construit cette fameuse fusée, cet engin, pour aller se battre avec les Elohim, parce que dans ce temps-là, les Anunnaki, qu'on appelle les Elohim, étaient un peu parmi eux. C'était la région du Moyen-Orient avant qu'il y ait eu le déluge et que tout ait explosé. Ça faisait partie de toute cette région. D'ailleurs, Abraham était né dans la ville de Ur-Kasdim, et qui vient d'Iran, justement, d'Iran, d'Irak. Toute cette région-là faisait partie du Moyen-Orient et c'était un seul continent, et c'est là que la vie a commencé. Par la suite, il y a eu d'autres laboratoires, etc., etc. Mais on peut continuer en disant que quand ce temple a été détruit par Nabuchodonosor et que le peuple, je dirais pas juif, les Hébreux, ont été emmenés en captivité en Babylone comme esclaves et autres, bon, ben ça s'est dispersé, ça a été la première diaspora. Et il y en a eu d'autres par la suite, et ce sera certainement pas la dernière. Parce qu'il y a eu à chaque fois que les Elohim ont envoyé des messagers, des prophètes, donc qui n'ont pas été écoutés, qui ont été emprisonnés, qui ont été sacrifiés, comme j'ai déjà dit, à chaque fois, il y a eu la punition. Pas une punition de s'attaquer à eux, mais une punition de détourner leur protection d'eux, d'enlever la protection qu'ils avaient accordée et qu'ils ont toujours accordée au peuple d'Israël, parce que ceux-ci ne se sont pas comportés d'une façon humaine, d'une façon comme ils devaient, et n'ont pas suivi les commandements des Elohim. Et à chaque fois, c'est arrivé, et ça va certainement encore arriver une deuxième fois.
Bon, là, on va y aller à la construction du deuxième temple. Et comme a dit ce rabbin qu'on vient de voir dans la vidéo, le shamir avait disparu pour couper les pierres sans bruit et sans objet de métaux. Donc, ils prenaient des pierres qui avaient de la mer, qui avaient été plus ou moins taillées par l'eau, et ils ont construit le deuxième temple avec ça, qui a été construit, je pense, 539 ans avant Jésus-Christ et détruit 70 ans après Jésus-Christ. Donc, ce temple-là a été détruit par les Romains, et bien sûr, ils ont tout ramassé, que ce soit la menorah, le fameux candélabre qui était en or, enfin, l'arche d'alliance et tout ça a disparu, et ils ont brûlé tout Jérusalem, et là, ça a été la deuxième diaspora, c'est-à-dire le peuple juif qui s'est dispersé encore une fois à travers le monde. Donc, par la suite, il y a eu l'invasion de Jérusalem lors de l'Empire ottoman par Suleiman le Magnifique. Suleiman le Magnifique, il était très amoureux de la ville de Jérusalem et il a fait construire un mur autour de la vieille ville car il avait fait un rêve comme quoi il fallait protéger Jérusalem parce que il y a un chapitre dans lequel Yahvé Elohim dit au peuple d'Israël, au peuple hébreu, à ce moment-là, je vous donnerai cette terre promise, mais Jérusalem est à moi. Donc, c'est pour ça probablement que tous les temples ont été construits à cet endroit-là, près de Jérusalem, et qu'il demande encore une fois à ce que le troisième temple, qui est l'ambassade que les Elohim ont demandé à elle, soit construite près de Jérusalem. Et ça, c'est encore une fois, on a des éléments que quand on a les yeux ouverts, quand on a l'esprit ouvert, on peut comprendre ce que des gens passent à côté de la plaque et qu'ils ne comprennent pas et que peut-être un jour ils comprendront ou bien ils disparaîtront puis ils seront remplacés par d'autres qui comprennent. Et c'est là où nous en allons avec les nouvelles technologies, c'est là où nous en allons avec l'intelligence artificielle et tout le reste. Donc, Suleiman le Magnifique, il a restauré la mosquée. La mosquée a été construite par les occupations arabes du temps. Et Suleiman le Magnifique l'a restauré. Il a construit un mur autour de Jérusalem pour le protéger suite à son rêve. Et il a même fait des lions en pierre pour protéger Jérusalem, parce que c'est le lion, le roi des animaux, qui doit protéger, enfin, qui est le protecteur, l'image de protecteur. Et depuis lors, le symbole de Jérusalem est resté le lion, ce qu'on appelle le lion de Juda, le lion de Judée. Et là, on peut avoir, après la destruction du temple de Salomon, il y a eu aux alentours de la vieille ville pour protéger par les lions, les pierres, comme je vous ai dit. Et voilà un petit peu, et ce même endroit qui est le deuxième ou le troisième plus sacré de la religion musulmane, c'est là où il y a actuellement la mosquée d'Al-Aqsa. Sur ce même lieu, et à l'intérieur de la mosquée, il y a encore ce dôme du rocher, c'est pour ça qu'on l'appelle le dôme du rocher. Ça, c'est pour parler du premier et deuxième temple. Et maintenant, j'ai le plaisir, le grand honneur d'avoir invité aujourd'hui un grand ami à moi, quelqu'un que je connais depuis plus de 30 ans, bien plus, je dirais, qui est une personne extraordinaire, remplie d'amour, qui a le mandat par le prophète Raël, le Messie des Elohim et leur dernier messager, de construire ce troisième temple qui est l'ambassade demandée par les Elohim. Daniel fait un travail extraordinaire et on devrait tous être à son service car c'est l'objectif de nous tous, Israéliens, de construire ce troisième temple, cette ambassade dont il a la charge. Il est l'assistant de Raël pour la construction du troisième temple, de cette ambassade, et il est le directeur, qui est la personne qui est en charge de tout le projet d'ambassade, et il fait un travail extraordinaire, des vidéos avec énormément de classe, de beauté, qui donnent une belle image de ce que nous sommes. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir
aujourd'hui mon grand ami Daniel Turcotte, que j'aime tant. Bonjour Daniel. Bonjour Léon. Wow! J'ai comme senti un poids supplémentaire sur mes épaules avec ta magnifique présentation, mais bien heureusement, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Nous sommes des centaines, des milliers d'Israéliens qui ont tous le même rêve, en fait, c'est d'accueillir nos créateurs. Et puis, cette rétrospective historique, pour moi, elle est très, très, très importante. Entre autres, pour qu'on réalise à quel point on est privilégié de vivre à l'époque à laquelle on vit en ce moment. À une époque où on peut comprendre ce qu'est un laser. Il y a 100 ans, je ne suis même pas sûr que le laser avait été inventé et on pouvait encore moins comprendre qu'on pouvait couper des pierres avec un laser. Donc, pour moi, cette perspective historique-là, elle est très intéressante et très importante. Donc, quel privilège on a de vivre à cette époque-ci où non seulement on peut comprendre, mais en plus, nous sommes les témoins des prophéties qui se réalisent et qui se concrétisent. Pour moi, c'est extraordinaire de vivre à cette époque-ci. Je n'aurais voulu vivre à aucune autre époque. Si la construction du premier et du deuxième temple ont été des phénomènes plutôt régionaux, parce qu'il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'Internet à l'époque où ça a été construit, c'est évident, la construction du troisième temple sera un événement planétaire, mondial, où tout le monde en entendra parler, ce qui n'était pas le cas des deux premiers temples. Donc, ce qui donne une dimension encore plus extraordinaire à cette construction du troisième temple. Donc, merci Léon pour cette rétrospective historique, très, très intéressant. J'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Et puis, avant d'aller un peu plus loin sur les avancées du projet d'ambassade pour les Elohim, je vous présenterai une vidéo qui est une vidéo qui explique les différentes phases, les principales phases et les étapes qui vont nous amener à la construction de l'ambassade. Et par la suite, je reviendrai un peu plus en détail avec un peu là où on en est en fait avec le projet et sa réalisation. Donc, mon cher Vital ou Loulou, s'il vous plaît, lancez la vidéo. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques, de politiciens, d'astronautes, ainsi que le Pentagone, l'US Navy et les renseignements nationaux reconnaissent l'existence des ovnis et des extraterrestres. Les observations d'ovnis se multiplient et le nombre de crop circles augmente également. Parallèlement, l'existence de près de 5000 exoplanètes a déjà été confirmée et d'autres sont découvertes chaque année. Que signifient pour nous ces découvertes et ces observations? Et si toutes ces manifestations étaient destinées à préparer l'humanité à un contact pacifique et officiel avec les extraterrestres? L'humanité gagnerait-elle alors à accéder à leur science avancée? Et si oui, comment devrions-nous entrer en contact avec eux? La réponse est en construisant une ambassade pour les extraterrestres, afin de les reconnaître et les rencontrer officiellement et pacifiquement. Nous sommes prêts. Une partie importante des fonds nécessaires à la construction d'une telle ambassade est déjà collectée et disponible. Notre organisation est prête à commencer la construction. Il ne reste plus qu'à trouver le pays d'accueil dans lequel nous construirons cette ambassade. Et le processus de sélection est déjà bien entamé. Le pays sélectionné deviendra le centre spirituel et scientifique de la planète pour les millénaires à venir. Le pays d'accueil devra être totalement indépendant. Il accordera aux extraterrestres en visite une immunité diplomatique complète. Le pays d'accueil fournira donc les autorisations nécessaires pour construire l'ambassade sur un terrain souverain. Le projet sera réalisé en 5 étapes. Première étape, sélection du pays d'accueil. Deuxième étape, construction d'une maquette de l'ambassade à l'échelle 1,5. Troisième étape, construction de l'ambassade elle-même. Quatrième étape, création de Scientopolis, un centre de recherche sans précédent où les plus grands scientifiques du monde travailleront à libérer et à servir l'humanité. Cinquième étape,
contact officiel avec les extraterrestres. Cette nouvelle ambassade extraterrestre, située dans un complexe futuriste, scientifique et touristique, sera un témoignage de l'évolution de notre civilisation alors qu'elle atteint les étoiles. Le pays d'accueil deviendra la destination la plus importante de tous les temps. La construction de cette ambassade représentera un symbole fort de la volonté de l'humanité à vouloir entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. C'est un symbole fort qui nourrit de grands espoirs en matière d'ouverture sur l'infini. Cette intention ne pouvant être nourrie que par une volonté pacifiste et de progrès pour l'humanité. Elle est porteuse d'espoir et de grands bouleversements sur tous les domaines régissant nos sociétés, nos croyances, nos connaissances, nos philosophies, l'organisation même de notre société. Elle sera un événement déclencheur pour une remise en question sans précédent de nos modes de fonctionnement, et ceci à l'échelle mondiale. Voici quelques-unes des exigences de base pour la construction de l'ambassade. Le site sera suffisamment grand pour que l'ambassade soit construite au milieu d'un parc. L'ambassade doit être éloignée d'au moins 1000 mètres de tous les murs qui l'entourent. L'ambassade doit se trouver en territoire neutre. Les phases ci-après résument les principales étapes du projet et le calendrier approximatif de chacune d'entre elles. De 2022 à 2025, analyse de l'emplacement du site, identifier les sites appropriés pour le projet de l'ambassade. De 2025 à 2027, acquisition du site. Le site retenu sera identifié, acquis et transféré au mouvement raélien international. Et un accord sera conclu concernant les principales infrastructures. De 2027 à 2030, planification et mise en œuvre. Le plan directeur, la conception architecturale et technique, les approbations, les contrats et la mise en service seront achevés. Le complexe de l'ambassade pour les extraterrestres sera construit, y compris un modèle réduit de l'ambassade qui sera ouvert au public. Après 2030, l'ambassade fonctionnera en mode veille, en attendant l'arrivée d'une délégation extraterrestre. L'humanité est-elle prête à vivre une telle perspective ? Sommes-nous prêts à accueillir les extraterrestres lors d'un contact officiel ? Entendez? Ah, OK, désolé. Mon micro était sur mute. Donc, en fait, la conférence pourrait se terminer là parce que tout a été dit dans la vidéo. Les étapes, le calendrier de réalisation, ce que ça va générer au niveau de l'humanité, la scientopolis, tout le volet touristique à travers la réplique. En passant, c'est dit dans la vidéo que ce sera une réplique à une demi de la grandeur de la vraie ambassade. C'est pas certain parce que je crois que ça va être exactement la même dimension, selon ce que notre architecte Claude Chevet nous a dit, parce qu'au niveau des coûts, ça serait à peu près la même chose, à quelques millions de dollars près. Donc, il vaut mieux faire une vraie réplique, donc de façon à ce que quand les gens entrent dans la réplique de l'ambassade, bien, ils ont l'impression d'entrer vraiment dans la vraie ambassade. Donc, juste une petite rectification. Donc, mais on va quand même poursuivre. En allant quelques années en arrière, en 1997 à Montréal, alors que Raël avait annoncé que la construction de l'ambassade pouvait, à partir de ce moment-là, être adressée à tous les pays du monde.
il nous avait également dit que ce serait difficile. Je peux vous confirmer que c'est vrai. C'est très difficile parce qu'on a affaire à des humains, à des politiciens, à des ministres, à des gens de gouvernement qui ont une vision très régionale, très nationale, très limitée en fait, une vision très limitée de ce que pourrait être notre humanité, de ce que notre humanité pourrait devenir. Donc, ils ne saisissent pas toujours l'opportunité qu'on leur présente. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'ouverture, mais on fait quand même face à un certain nombre de défis. Les deux principaux défis, je dirais que le premier, c'est un défi religieux. Essayez de vous imaginer qu'on discute avec un pays dont la religion dominante est, par exemple, l'islamisme, et qu'on leur dit dans notre présentation, si jamais le sujet se présente, qu'il n'y a pas de Dieu. Léon pourrait vous en parler mieux que moi. Il y a certains pays où on peut vous assassiner si vous dites ça, ou vous couper une main. Donc, ce n'est pas sans conséquence. Donc, ouais, on coupe la tête. Ouais. Donc, c'est certain qu'il y a des conséquences religieuses à tout ça. Donc, ça, c'est un des défis qu'on a à relever. Le deuxième défi, je vous dirais que c'est un défi financier, non pas pour nous, parce qu'on a recueilli une très bonne partie des fonds pour réaliser notre projet, mais c'est les gens qui nous demandent de l'argent pour que notre projet se réalise dans leur pays. C'est apparemment pratique commune sur certains continents. On appelle ça des pots de vin ou de la corruption. Bien entendu, nous, on n'embarque pas là-dedans. Pourquoi? Ben, parce que ce qu'on a à offrir est tellement beau, tellement grand, tellement significatif pour le pays et pour l'humanité que c'est pas vrai qu'on va commencer à donner des pots de vin pour les convaincre que notre projet vaut la peine d'être implanté chez eux. Donc, ça, c'est un autre des défis auxquels on fait face dans ce projet. Maintenant, quand j'ai été nommé par le Maitreya il y a une quinzaine d'années à peu près pour le soutenir et l'assister pour ce merveilleux projet, on ne partait pas à zéro, mais disons que les actions qui avaient été posées, c'était principalement d'envoyer des lettres aux différents pays. Et puis, pour être bien honnête avec vous, je ne suis même pas certain que ça s'est rendu aux personnes auxquelles les lettres étaient adressées. Probablement qu'il y a eu plein de filtres avant, le secrétariat, etc. Si on ouvert la lettre, ils ont regardé ça, une ambassade pour les extraterrestres, c'est quoi cette histoire-là? On met ça aux poubelles. Donc, on a eu très, très peu de réponses en utilisant des modes de communication traditionnels. Donc, avec la petite équipe, on s'est assis et on s'est demandé quel outil on aurait besoin pour avoir un maximum d'impact auprès du gouvernement. Vous venez d'en voir un, la vidéo, c'en est un, mais il fallait aussi avoir un site Internet, des lettres types, parce que ce qu'on vend, c'est un projet touristique, donc c'est un projet financier au départ. Donc, il fallait avoir en main les éléments pour les convaincre qu'effectivement, au niveau financier, ce serait intéressant pour leur pays et pour leur peuple. Donc, on a travaillé sur des lettres types et une base de données. Donc, il fallait recueillir le maximum d'informations au sujet des personnes qu'on voulait contacter, c'est-à-dire des politiciens, des ministres au niveau, par exemple, du tourisme, des présidents, des premiers ministres, en fait, toutes sortes de personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans des décisions gouvernementales. Donc, quand on a eu tout ça, là, on a commencé à être beaucoup plus actif au niveau de la promotion de notre projet. Donc, où en sommes-nous 27 ans plus tard, hein, parce que ça fait 27 ans que Raël nous a expliqué à Montréal qu'on pouvait ouvrir notre demande pour la construction de l'ambassade à tous les pays du monde. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Tout d'abord, ce qui est, je pense, important de comprendre, c'est qu'au moment où on se parle, même si on voulait accueillir les Elohim aujourd'hui, il n'y a aucun protocole qui encadre ce genre d'événement-là. Il y a une convention qui existe, qui est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
Mais nulle part, et c'est compréhensible, ça a été rédigé en 1961, la Convention de Vienne, nulle part il est question de relation avec des civilisations extraterrestres. On peut comprendre ça. En 1961, on n'était pas du tout dans une étape de l'histoire de l'humanité où on s'interrogeait sur l'arrivée d'une civilisation extraterrestre. Elle n'avait même pas encore rencontré les Elohim. Donc, un des éléments importants, c'est justement de faire en sorte que les Elohim puissent être accueillis tout en respectant les lois humaines, mais aussi en respectant leurs demandes, c'est-à-dire d'être accueillis comme nos créateurs et comme des êtres qui méritent tout notre respect. Donc, les accueillir dans un endroit qui est, je l'espère, sera à la hauteur de ce qu'ils méritent, tout en étant conscient que la barre est très, très, très haute. Donc, mais comme le projet a été approuvé par le Maitreya, je suis convaincu que notre projet est à la hauteur. Donc, présentement, il y a 2 amendements à la Convention de Vienne qui ont été signés la même année, je crois, en 1961. Un qui concerne l'acquisition de la nationalité. Par exemple, un chef de mission dans une ambassade ne peut pas demander la nationalité du pays d'accueil. Donc ça, c'était un des amendements, pardon. Et le deuxième, c'est sur le règlement obligatoire des différends. C'est-à-dire que s'il y a un différend entre 2 pays sur une base diplomatique, la situation doit être présentée à la Cour internationale de justice. Maintenant, nous, ce qu'on propose, c'est un 3e amendement qui serait celui d'utiliser la Convention de Vienne, puisque tout est déjà là, en fait, mais en y ajoutant certains articles pour y inclure une civilisation extraterrestre. Maintenant, ça, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire comprendre à un gouvernement. Il y a des membres du gouvernement. Donc, nous, ce qu'on propose de façon à ce qu'on puisse en discuter, pour que les pays puissent en discuter, c'est d'organiser une conférence internationale pour discuter du 3e amendement à la Convention de Vienne pour y inclure une civilisation extraterrestre. Ça va avoir plusieurs impacts. Premièrement, tout le monde va en parler, c'est certain, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un pays accepte d'accueillir d'autres pays pour discuter d'un protocole pour accueillir des extraterrestres sur Terre. Donc, c'est déjà l'admission que les extraterrestres existent et qu'on doit se préparer à leur arrivée d'une façon adéquate et intelligente. Si on regarde ce qui se passe en ce moment, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on n'est pas tout à fait prêt à accueillir une civilisation qui vient d'ailleurs, alors qu'on s'entretue, qu'on s'envoie des bombes sur notre propre planète. Donc, je pense qu'on a du ménage à faire sur notre planète avant d'accueillir quelqu'un d'autre. Mais il faut s'y préparer et je pense que cette conférence-là aussi pourrait amener l'humanité à réfléchir à un autre niveau, c'est-à-dire, on n'est pas seul dans l'univers, il y a des extraterrestres qui veulent venir ici. Que faut-il faire pour que le terrain soit propice à leur accueil, à leur arrivée? Donc, je crois que cette discussion-là autour du protocole optionnel est beaucoup plus qu'une simple discussion, mais c'est une prise de conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il y a des gens qui nous aiment, qui veulent venir nous rencontrer, qui nous ont créés. Donc, préparons-nous en tant qu'humanité, faisons la paix chez nous de façon à ce que les conditions soient remplies pour accueillir une autre civilisation qui ne vient pas de notre planète. Donc, c'est la raison pour laquelle on met beaucoup d'emphase sur l'organisation de cette conférence-là au niveau international. Maintenant, est-ce qu'il y a des pays qui démontrent de l'intérêt pour ça? La réponse à cette question que vous pourriez vous poser, c'est oui. Il y a des pays qui s'y intéressent avec les défis dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a surmontés. Mais je vous dirais en particulier, il y a 2 pays avec lesquels nous sommes présentement en discussion, que je qualifierais de sérieuses, au point où on leur a envoyé un mémorandum de collaboration. Un mémorandum de collaboration en français, ce que ça veut dire, c'est un document qui explique ce que nous, en tant qu'organisation,
on pourrait faire et ce qu'eux pourraient faire pour que la réalisation du projet d'ambassade s'accomplisse sur leur territoire. Donc, je peux vous dire que ces deux pays-là, maintenant, ont le document, que c'est discuté au plus haut niveau possible de ces gouvernements-là, c'est-à-dire soit au niveau du président ou au niveau du premier ministre. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait au moins pour le moment 2 pays qui aient accepté de considérer, de collaborer avec nous pour faire en sorte que ce projet se réalise dans leur pays. Et dans ce mémorandum-là, bien entendu, est inclus l'organisation d'une conférence internationale pour discuter du protocole alternatif que nous, on propose pour y inclure une civilisation extraterrestre. Donc, ça avance doucement. Et comme je le dis souvent, et j'ai l'impression de radoter, il faut être patient, mais dans l'action. Être patient, ça veut dire attendre que quelque chose se passe. Être patient dans l'action, c'est être conscient que ça va prendre du temps, mais poser des actions qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Donc, c'est avec cet état d'esprit-là que toute l'équipe est mobilisée pour faire en sorte que notre projet va se réaliser. Maintenant, c'est pas fait. Il n'est pas dit que les mémorandums vont être signés, mais c'est quand même très encourageant parce que il y a 10 ans, c'était impossible. C'était impossible parce qu'on n'avait pas le réseau, on n'avait pas les contacts pour discuter à un tel niveau avec les politiciens et avec les ministres de certains pays. Alors que récemment, j'ai personnellement visité un pays et j'ai rencontré le ministre des Affaires extérieures, j'ai rencontré le ministre du Tourisme, j'ai rencontré le ministre d'État et je peux vous dire que le président de ce pays-là est très au courant de notre projet parce que ça s'est discuté en cabinet. Donc, que ça se fasse ou non, on a quand même sensibilisé 2 gouvernements à notre projet. Ils ont été intéressés à un point tel qu'ils ont accepté d'analyser notre mémorandum de collaboration. Donc, pour nous, c'est extraordinaire parce qu'on apprend aussi à travers ça. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un diplomate. Donc j'apprends à connaître comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, parce qu'ils ont peur aussi. Hein? Un politicien, ça veut être réélu. Donc, ils se disent, oui, mais là, si on annonce au peuple qu'on veut faire un projet pour accueillir des extraterrestres, c'est quoi la conséquence sur notre réélection? Est-ce qu'ils vont penser qu'on est fou? Est-ce qu'ils vont pas... Donc, c'est la raison pour laquelle la conférence internationale est tellement importante, parce qu'elle permettrait au gouvernement de dire, écoutez, on n'est pas sûr, on s'est fait proposer un projet. Regardez, on va s'asseoir avec d'autres pays du monde, on va discuter du protocole, on va voir quels sont les obstacles, quelles sont les opportunités, et puis on va arriver avec un protocole qui sera accepté par l'ensemble des pays du monde et par nous, parce qu'en bout de ligne, c'est nous qui décidons des critères et des conditions pour l'accueil des Elohim. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très enthousiasmant ce qui est en train de se passer. Il y a une ouverture. On a été en contact avec des centaines de politiciens, de ministres, d'influenceurs dans des dizaines de pays. On a une petite équipe extraordinaire et dévouée qui soutiennent ce projet-là et qui me soutiennent et donc qui soutiennent Raël dans ce magnifique projet. Donc, nous sommes définitivement sur la bonne voie. Et le temps, pour moi, le temps est notre allié. C'est notre meilleur ami, c'est notre meilleur allié. Parce que plus le temps passe, plus il y a un éveil de la population en général sur le phénomène OVNI et extraterrestre. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Il y a des pays qui forment des comités aux États-Unis, entre autres, pour analyser le phénomène. C'est sûr que nous, on est des années-lumière en avant d'eux. Là. Eux sont encore en train de se poser la question à savoir si les ovnis existent. Nous, non seulement on dit que les ovnis existent, qui sont peu importants, mais ce qui est important, c'est ceux qui sont à l'intérieur et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire et pourquoi ils se rendent visibles de plus en plus souvent.
pourquoi ils se rendent visibles sur des lieux de catastrophe? Pourquoi ils se rendent visibles sur des sites où on garde nos bombes, notre arsenal nucléaire? Pourquoi ils nous envoient des messages à travers des crop circles? Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés à l'existence des ovnis et des extraterrestres. Et ça, ben, ça travaille pour nous. Parce qu'accueillir les Elohim, ça veut aussi dire préparer l'humanité à accueillir des extraterrestres de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de surprises, pas de panique, et que tout se déroule d'une façon intelligente, en fait. Donc, d'où l'importance du E.T. Embassy Day, qui a fêté ses 10 ans cette année, qui a pour objectif de sensibiliser la population en général à l'existence des extraterrestres et à leur éventuelle venue sur Terre. Donc, comme vous pouvez voir, on joue sur différents tableaux de façon à influencer là où on doit influencer et préparer là où on doit préparer. Et personnellement, je suis non pas enthousiaste, mais de plus en plus enthousiaste parce qu'à chaque seconde qui passe, on se rapproche de notre rêve, qui, soit dit en passant, n'est pas qu'un rêve raélien, qui est un rêve et qui deviendra un rêve pour toute l'humanité. Et on s'en rend compte, entre autres, par l'Alliance pour un contact extraterrestre diplomatique, qui est soutenue par 25 organisations à travers le monde. Et ces 25 organisations-là représentent 2 millions de personnes. Donc, on n'est pas seul. Ce n'est pas juste un projet raélien. Il y a beaucoup, en fait, il y a plus de non-raéliens en ce moment qui s'intéressent au projet d'ambassade et qui désirent construire une ambassade qui a de raéliens. Donc, pour moi, c'est quand même un signe qui est très, très encourageant. Vous me direz que 2 millions de supporters, c'est pas beaucoup sur une population de 8 milliards, mais on n'a pas besoin d'être beaucoup pour influencer toute une population. Et c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est ce qu'on fait très, très bien. Et en tant que communauté raélienne, je pense qu'on le fait admirablement bien. Donc, écoutez, on sait que les Elohim nous aident. On ne sait pas exactement dans quelle mesure. On sait qu'ils nous ont dit qu'il y aurait de plus en plus d'apparitions d'ovnis. Ça se réalise. Ils ont dit qu'ils nous aideraient. Sûrement que les crop circles, c'est une façon qu'ils ont de nous aider, de titiller les neurones, de faire en sorte que les gens s'interrogent sur ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Et ça, c'est ce qu'on sait. On ne sait pas à quel niveau. Ça ne change rien pour nous, pour notre plan de match. On connaît notre plan de match et on y tient le plus religieusement possible, devrais-je dire. Donc, imaginons un monde uni, en paix, où l'harmonie règne, où tous ensemble on décide d'accueillir une civilisation extraterrestre et pas n'importe laquelle, les Elohim, nos créateurs, ceux qui nous ont créés, ceux qui nous ont envoyé un prophète, le dernier des prophètes, pour nous préparer à leur arrivée. Imaginez lorsqu'ils seront ici, ce que ça représentera pour l'humanité à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau scientifique, au niveau artistique. Les plus grands scientifiques, les plus grands artistes du monde travailleront de concert avec nos créateurs, avec les Elohim, pour faire de notre planète un paradis. Et si ça, ce n'est pas enthousiasmant comme perspective pour l'avenir de l'humanité, je ne sais pas ce qui va l'être. Donc, on y est presque. Depuis des décennies, nous, les Raéliens, on dit « à demain dans l'ambassade ». Et moi, ce que je ressens, c'est que bientôt, demain, ça sera vraiment demain. Merci infiniment pour votre écoute. Et puis, je laisse la parole à qui donc? À Léon? Oui, mon cher Daniel. Ah, OK. De ce récit, de cet espoir, du travail extraordinaire que tu fais. Et puis, c'est notre obligation, c'est notre devoir, c'est notre force d'être à tes côtés pour construire ce troisième temple ensemble, parce que, bon, pour moi, c'est
Toi, tu veux construire l'ambassade, moi le troisième temple, et en travaillant en étroite collaboration, je pense qu'on va y arriver, et pas seulement toi et moi, mais avec tous les Raéliens du monde et toutes les personnes de bonne volonté qui voudront achever ce rêve, qui sont des êtres conscients, qui veulent accueillir cette civilisation de l'espace et qui sont prêts à comprendre et à accepter que nous n'avons pas été créés par un Dieu unique et immatériel, comme la plupart des religions le racontent, mais par une civilisation en avance sur la nôtre de plus de 25 000 ans. C'est sûr que ce ne sera pas facile, parce qu'avec toutes les religions, ce sera la fin des religions. Et ça, c'est pas tous qui sont prêts à l'accepter. Nous sommes entourés d'une grande majorité de croyants plutôt que d'être conscients et des gens qui se posent des questions. Et bien sûr, on va y arriver. Et puis, comme tu as dit, le temps travaille pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, les Elohim nous aident. Moi, je dis toujours, si les Elohim sont pour nous, qui peut être contre nous? Et là, il faut aller voir cette vérité, la ressentir, ressentir cette force, ressentir cet espoir, ressentir ce travail que Raël fait depuis 50 ans déjà et que les personnes qui sont derrière lui sommes là pour ça. Diffuser les messages et l'aider à construire l'ambassade. Et pour cela, il faut le faire reconnaître. Et c'est ça notre gros du travail, le faire reconnaître, parce que si lui n'est pas reconnu, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Et ça, c'est mon gros travail de le faire reconnaître comme le Messie. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, parce qu'en Israël, ils sont déjà en train de vouloir tuer la vache rouge, de la sacrifier, de la faire brûler sur l'esplanade de la mosquée. Ça va faire un scandale énorme. Et bien sûr, je vais dire quelque chose que, bon, peut-être ça va déranger plusieurs, mais ça ne m'étonnerait pas qu'Israël soit en train de lever tout un défi avec l'Iran parce qu'Israël, le but d'Israël, c'est de détruire cette fameuse mosquée d'Al-Aqsa afin de construire le troisième temple. Au même endroit que le premier et le deuxième ont été défiés. Et là, il peut y avoir des problèmes ou des bombes qui sont lancées qui, par hasard, détruiraient la mosquée. Donc, il y aurait l'esplanade toute prête pour construire le fameux troisième temple. Mais ça, ce n'est pas le temple que les Elohim veulent, ni avec des sacrifices, ni avec un abattoir pour tuer des vaches, ni pour faire du barbecue. C'est une ambassade d'être conscient. C'est même pas le mot temple, bon, là, on l'emploie parce que le premier, le deuxième, le troisième temple, mais c'est surtout des êtres conscients qui veulent accueillir une civilisation venant de l'espace. Et pour ça, pas besoin d'un temple, ça peut être une ambassade, un endroit avec un statut d'extraterritorialité. Et c'est ce que tu fais, cher Daniel, avec tellement d'amour, tellement de dévouement et d'abnégation. Et je te remercie pour tout ça. Et tu peux compter sur moi, à tes côtés, pour tout ce que tu as besoin. Merci. Je voulais, par la même occasion, donner la parole à Mariela. Je pense qu'il y a quelque chose à rajouter. Et bien sûr, l'invitation pour la prochaine synagogue raélienne. Comme vous savez, il y a dans le premier et deuxième temple, il y a eu toujours l'endroit qu'on appelle le Saint des Saints, où est-ce qu'il y avait l'Arche d'Alliance. Et la prochaine synagogue sera, à laquelle je vous invite, car ça va être très intéressant, c'est sur l'Arche d'Alliance et les éléments que composait cette Arche d'Alliance, qui n'était rien d'autre qu'un émetteur-récepteur, pour pouvoir communiquer avec les Elohim une fois par an, par le grand prêtre qu'on appelait le Kohen Gadol. Alors, je laisse la parole à Mariela. Et je remercie d'abord et avant tout toute l'équipe qui est là, toutes les personnes qui rendent cette synagogue possible, toute l'équipe technique, notre invité, Daniel. Aujourd'hui, nous n'avons pas non plus notre cher Xavier, qui gère ça d'une maître de maître, mais que Mariela aussi gère super bien. Tous les traducteurs qui sont là, et à vous tous, à tous et chacun de vous, qui êtes venus à cette synagogue et qui participez au succès de celle-ci,
car elles ne sont pas anodines. C'est pas des choses qu'on fait par hasard. Dernièrement, il y a eu toute une, je dirais, pas une équipe, mais des Juifs religieux en Afrique, de Madagascar, qui ont fait leur transmission du plan cellulaire. D'abord, ça a commencé par un couple religieux, juif religieux d'Afrique. Et par la suite, il y a eu 4 autres qu'il y a eu. Et puis, il y en a, je pense qu'ils attendent 14 pour la prochaine. Et la personne qui a été le premier à devenir raélien, qui est un juif religieux, est devenu le guide national de Madagascar. Il y en a d'autres au Gabon, etc. Ça se développe pas mal en Afrique avec des juifs d'origine, même chez certaines tribus que je ne savais même pas qu'il y avait des juifs, qui regardent les synagogues, qui nous contactent et puis à qui je réfère au responsable continental, mon cher Taï, là-bas, qui envoie toujours des guides pour faire les transmissions et qui est quelque chose d'extraordinaire. La transmission, c'est le fait par lequel nous reconnaissons les Elohim après avoir pris connaissance des messages et par laquelle ils nous reconnaissent. Donc, merci à tous encore une fois et à toi la parole, chère Mariella. Merci Léon, merci Daniel. Franchement, c'était une magnifique synagogue, mais elle n'est pas encore terminée puisque nous allons aborder maintenant une petite période de questions, si vous en avez envie. J'ai vu que dans le chat, il y avait pas mal de questions déjà. Juste un petit rappel. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez lever la main, mais pas la main physique, mais une main virtuelle en faisant glisser votre curseur vers le bas de votre écran. Vous verrez s'afficher donc une barre, des tâches, et notamment une icône avec une petite main dessinée dessus et il y a marqué « Lever la main ». Vous cliquez là, vous sélectionnez la main de votre choix et on va tenter de vous donner la parole en vous ouvrant le micro. Maintenant, tout ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est super intéressant cette synagogue tout particulièrement parce que en tout cas personnellement on ressent bien qu'il y a une espèce de convergence en fait et tout se passe, on a l'impression que des choses se passent au niveau planétaire qui convergent toutes pour faire en sorte que cette ambassade puisse être construite. À un moment donné, Daniel l'a dit, il y a de plus en plus d'apparitions d'OVNI. Là, en Israël, il se passe des choses. Il y a des gouvernements, 2 gouvernements, d'après ce que disait Daniel, qui sont plus ou moins intéressés par la construction de cette ambassade. Il y a l'Alliance, plus de 20 pays qui en font partie, 2 millions de personnes qui se rassemblent dans une espèce de confédération de regroupement et tout ça nous emmène vers cet entonnoir là, cette sensation que voilà, on va dans cet entonnoir et il y a cette embouchure et qui nous mène tout droit, vers la construction de l'ambassade. Inévitablement, j'ai cette conviction personnelle qu'elle sera construite et tout nous y mène. Et c'est vrai qu'il y a une question intéressante dans le chat et à un moment donné, ça a été abordé, je sais plus si c'est par Daniel ou par Léon, mais il y a une question intéressante de Bruno de Pasquale qui dit « Quelle est la priorité? Reconnaître Raël comme le Messie ou construire l'ambassade ou les deux ?» Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Par exemple, ces 2 gouvernements potentiellement intéressés par la construction de l'ambassade, Daniel, est-ce qu'ils ont perçu ce niveau philosophique, la reconnaissance de Raël comme étant le Messie, l'envoyé de cette civilisation extraterrestre et qu'il a un lien très profond avec la construction de cette ambassade, ou si c'est pour eux juste un projet purement financier, technologique? Dis-nous, Daniel. Ouais, c'est une très bonne question. Non, c'est une bonne question. En fait, inévitablement, dans le cours des discussions, on n'en vient qu'à parler du promoteur du projet, donc du mouvement raélien international. Qui dit mouvement raélien international dit Raël. Donc, ils sont forcément au courant que Raël est le leader de ce projet-là. Et
dans les grandes lignes, qui il est et quelle est sa mission sur Terre. D'ailleurs, il y a un des deux pays qui, soit dit en passant, ne sont pas plus ou moins intéressés. Ils sont très intéressés. Quand on est rendu à un mémorandum de collaboration, c'est parce qu'on a déjà discuté d'un certain nombre de choses importantes concernant le projet et on essaie juste de s'entendre sur les modalités, en fait. Donc, oui, ils sont au courant et dans un des deux pays, la personne qui l'a visité ce pays-là, c'est pas moi, là, c'est une autre personne. Et on a travaillé tous ensemble. Là, il a rencontré les leaders religieux de ce pays-là pour leur expliquer et même ressortir des informations bibliques qui viennent confirmer le message de Raël et qui indiquent qu'il est le Messie attendu. Donc, je ne dis pas que ça a été compris et digéré encore à 100%, mais ce que je dis, c'est que ça n'a pas été un frein pour que le mémorandum de collaboration se rende jusqu'aux plus hautes instances de ce pays-là. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est pas fait, mais ce sont des signes extrêmement intéressants et pour moi, ce sont des moments historiques qui se produisent sous nos yeux en ce moment. C'était impensable il y a 10 ou 15 ans, là, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais comme tu l'as bien dit, Mariella, il y a comme une succession d'événements qui nous amènent tous dans la bonne direction, en fait. Donc, et ce qui n'est pas évident aujourd'hui le deviendra. Ça a toujours été comme ça. Tout nouveau projet, toute nouvelle idée est très souvent ridiculisée au départ. Ensuite, elle est combattue fermement jusqu'au jour où les gens disent ben oui, effectivement, c'est évident. Il y a une civilisation extraterrestre qui essaie de nous contacter. Pourquoi ils essaient de nous contacter? Ben, ils ont peut-être quelque chose à nous dire. S'ils ont quelque chose à nous dire, quel est le message? Tu comprends? Donc, tout est en train de s'organiser pour que notre projet se réalise. Et c'est ce qui m'enthousiaste au plus haut niveau. Donc oui, très bonne question. Ouais, Donc, est-ce ouais. que ça sera l'ambassade en premier, le Raël en deuxième ou les deux? Moi, je vous dirais que c'est les deux. C'est les deux. Je ne sais pas ce que Léon en pense, là, mais moi, c'est ce que je pense. Tu vois, comme j'ai dit devant le prophète lors de mon allocution à Okinawa, lors du 50e, selon moi, il faut que le messager des Elohim soit reconnu en premier. Parce que si lui n'est pas reconnu, les Elohim ne peuvent pas être reconnus. C'est-à-dire, le message ne peut pas être reconnu. Et si le message n'est pas reconnu, les Elohim ne seront pas reconnus. Et si les Elohim ne sont pas reconnus, on ne peut pas construire l'ambassade. Donc, d'après les textes bibliques, d'après ce que je sais, c'est le Messie qui doit construire le troisième temple. Donc, le Messie étant là, c'est lui qu'il faut faire reconnaître avant n'importe quoi. Et comme j'ai dit, si lui n'est pas reconnu, les messages ne peuvent pas être reconnus parce que c'est lui le messager, c'est lui qui l'apporte. Il fait partie de ces messages. C'est lui le porteur de lumière. Donc, cette lumière qui nous apporte ce message, en le reconnaissant lui, automatiquement, on va reconnaître le message. Par ce fait, on va reconnaître ceux qui l'ont envoyé, les Elohim, et par ce fait, on va accéder à la demande des Elohim par l'entremise de leur dernier messager, le prophète Raël, de construire le troisième temple, car c'est à lui, le Messie, que revient de construire ce troisième temple. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Léon, parce que en même temps, on ressent bien que le Maitreya, enfin Raël, le Messie, on sent bien qu'il est soutenu, très fortement soutenu. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette espèce de convergence planétaire qui nous pousse, qui nous mène vers la construction de l'ambassade, qui est voulue par le Messie, qui est voulue par les Elohim, et qui de fait forcément devra, en passant par un protocole, etc., être reconnu planétairement. Mais je veux dire aussi qu'il est soutenu par les Elohim dans le sens où ils ont une présence particulière sur la planète et leur présence, on sent bien qu'elle est pacifiste.
Tout à l'heure, Daniel, tu disais qu'on voit de plus en plus d'apparitions d'ovnis sur les sites, par exemple là où il y a des guerres, là où il y a du danger atomique, là où il y a voilà, Fukushima, etc. Donc partout où il y a des réelles problématiques qui peuvent avoir un impact sur la civilisation, sur l'avenir de notre civilisation, on sent qu'ils sont là, ils sont présents, et qu'ils ne nous veulent pas de mal. Ça veut dire quoi? Quelque part, ça veut dire que, et d'une, ils sont pacifistes, et de deux, ils nous invitent au pacifisme, ils nous invitent à pacifier nos modes de vie et à prendre conscience que nous sommes nous-mêmes, nous pouvons être nous-mêmes un danger pour notre propre civilisation, quelque part. Donc, ce qui m'amène à la question de Félix, est-ce que la paix au Moyen-Orient ou la paix mondiale est nécessaire avant l'arrivée des Elohim? Bien sûr, Mariella, je pourrais même répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, Raël, depuis quelque temps déjà, le seul objectif et le seul commandement qu'il nous donne, la seule demande qu'il nous fait, c'est de méditer pour la paix. Parce que notre influence en méditant pour la paix va aboutir et va être communicative avec toutes les personnes de cette planète, avec tout ce qui vit sur la planète. Ayant de l'amour autour de nous, nous sommes en train de semer cette paix par les méditations planétaires, par les méditations locales qui se font dans chacun des pays actuellement, dans plusieurs pays, pensant aux Elohim, pensant à la paix, pensant à l'humanité et en voyant de l'amour. Et peut-être avant la fin de cette synagogue, je propose qu'on fasse une méditation pour la paix, pour envoyer de l'amour à toute l'humanité en même temps et saisissant l'occasion à chaque fois que nous sommes réunis ou même seuls, d'envoyer de l'amour à l'humanité, d'envoyer l'amour aux Elohim, d'envoyer l'amour à cette planète. Et il y a quelque chose que j'aimerais ajouter par rapport à ce que tu as dit, que le Messie est soutenu. Quelles sont les deux conditions pour que le Messie soit reconnu? De vouloir construire le troisième temple et d'avoir du monde derrière lui pour le soutenir. Donc nous sommes là pour le soutenir. Et il veut construire le troisième temple. Et bien sûr, comme j'ai dit lors de ma dernière synagogue, ce qui était sur le Messie, qu'on ne s'attende pas, comme il a dit Rambam, qu'on ne s'attende pas à ce que le Messie fasse des miracles, ni réveille les morts, comme plusieurs s'y attendent déjà. Donc ça, ce ne sont que des décalages de civilisation. L'éveil des morts se fait par du clonage et non pas par de la magie. Et ici, nous sommes là pour l'éveil, nous ne sommes pas là pour les endormeurs, nous ne sommes pas là pour le mysticisme, nous sommes des démystificateurs avant tout. Et c'est ça notre rôle. Ouvrir les yeux à l'humanité sur cette possibilité, cette troisième hypothèse, celle d'un Dieu unique et immatériel, celle de la théorie de l'évolution, et cette troisième hypothèse qui est la nôtre, celle d'une civilisation extraterrestre qui nous a créés à leur image et qu'aujourd'hui il est temps de reconnaître car notre survie en dépend. Merci. Merci Léon. Alors nous avons deux personnes qui souhaitent poser des questions. Donc nous avons Steve et ensuite on donnera la parole à Philippe. Steve, on va t'ouvrir le micro. Ok, bonsoir, vous m'entendez tous? Oui. Ok, super. Alors, j'ai une question, elle peut être simpliste, mais imaginons qu'un des gouvernements vous dise, bon, ben, on est ok, créez votre ambassade, mais elle sera pour tous les extraterrestres, parce que nous, on croit aux civilisations extraterrestres, mais pourquoi que pour les Elohim? Est-ce que, du coup, vous accepteriez de créer l'ambassade sous cet angle-là? Je laisse Daniel répondre, c'est son domaine. Oui. Écoute, commençons par une ambassade, on verra après. Écoute, il n'y a rien qui nous empêcherait éventuellement d'avoir d'autres ambassades pour d'autres civilisations extraterrestres. Et pourquoi pas? Parce que l'arrivée des Elohim va nous ouvrir sur toute une dimension interplanétaire que seule une minorité peut entrevoir maintenant. Donc, on sait que les Elohim entretiennent des liens avec d'autres civilisations extraterrestres. Ben, qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, ces autres civilisations n'auront pas une ambassade sur Terre?
pourquoi pas? Je n'ai aucune information qui me permet de l'affirmer ni d'en douter, mais commençons par une. C'est à partir du moment où on aura les autorisations pour la première, on verra ce qui arrivera par la suite. Très bonne question, Steve. Première fois qu'on me la pose, celle-là. Ah oui, moi, j'ai une autre option qui pourrait être offerte et comme on le sait, les Elohim sont en contact avec plusieurs civilisations extraterrestres. D'abord, nous devons accueillir ceux qui nous ont créés parce que c'est ce sont les êtres qui sont reliés à nous et ce sont eux qui ont envoyé le message qui ont donné le message à Raël pour l'humanité. Donc, c'est leur ambassade que nous devons construire. Et bien sûr, vu qu'eux, ils sont en contact avec d'autres civilisations extraterrestres, c'est eux qui les inviteront dans leur ambassade. Et à ce moment-là, nous pourrons les reconnaître en même temps et on verra qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec nos gouvernements, avec l'humanité. Mais je pense qu'on va faire un pas de géant. Et comme Raël nous a dit plusieurs fois, dans quelques mois, dans quelques années, notre civilisation va faire les plus grands progrès scientifiques et technologiques pour qu'on comprenne des choses qui n'ont pas été comprises depuis des milliers d'années. Et c'est en train de se faire de plus en plus rapidement et ce temps se rapproche. Donc, Daniel, le temps travaille pour nous et nous allons y arriver. Merci Léon pour ces Qui avait levé précisions. la main, Philippe Oui, Levaux. Philippe. Voilà, Philippe. La Oui. parole à Philippe. Bon, alors, la Ah, petite voilà, ça y est. Non, mais ça y est, tu as le micro. Vas-y. merveilleux. Quelle extraordinaire émission aujourd'hui, hein? Waouh! Et je sais pas ce qui se passe, mais enfin, on sait ce qui se passe, mais le verbe de chacun est extraordinaire. Donc, il y a derrière tout cela une préparation absolument extraordinaire. Donc, il y avait une question, c'est pour ça que j'ai levé la main. Est-ce que c'est d'abord la reconnaissance de Raël qui compte et puis la construction de l'ambassade après? En fait, que aujourd'hui l'humanité n'accepte pas convenablement Raël est une réalité. Mais je pense, et quand on voit ce qui se passe avec Netflix, c'est que Raël est connu. Et même des gens qui nous ont combattus le reconnaissent aujourd'hui. C'est très étrange. Et beaucoup de gens qui étaient juste des gens humains, j'en rencontre beaucoup pour le moment, eh bien, sont très ouverts, sont heureux de parler de Raël et ils sont heureux de parler de la future, du futur que nous promet Raël. Ça, c'est très étrange. Je n'ai jamais imaginé, avec toutes les contradictions qu'on a vécues ces dernières années, que tout d'un coup, cela viendrait comme cela. Alors, ce n'est pas la majorité de tout le monde, mais je vous donne un chiffre, là. J'ai eu l'occasion de participer à une émission. Excuse-moi, Philippe, c'est quoi la question? Parce qu'il y a plein de questions. Oui, d'accord. La question, c'est est-ce qu'il faut construire l'ambassade ou bien est-ce que c'est ça qui doit être le fait en premier ou c'est la reconnaissance de Raël? Je pense que Raël est assez connu aujourd'hui et que si l'ambassade était construite avant que sa reconnaissance ne soit accomplie, ça serait un élément phare de sa reconnaissance. Mais Raël a dit dernièrement quelque chose de très curieux, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Il a rappelé « Je ne suis que le messager et rien d'autre ». Il a toujours dit ça. Oui, et je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Oui, attends, juste Léon, il a dit ça récemment. Je pense qu'il l'a dit pour nous ouvrir une porte. C'est-à-dire que si l'ambassade était construite, ça reviendrait au même que de le reconnaître. Voilà. Bon, merci Philippe. Il y a Galaxy qui aimerait poser une question et puis là ça fait 1h30 qu'on est déjà ensemble, donc encore quelques petites minutes, on permet à Galaxy de poser sa question. Vas-y, alors Galaxy. je pose la question, que sont devenus les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël? On sait qu'ils seront là pour le 3e temple, mais que sont devenus les 12 apôtres
et le chiffre de 144 000 qui doit être amené avec les Elohim sur la planète des Elohim, aux côtés de Yahvé et de l'ancien Mashiach qu'on appelait Yeshua de Nazareth. Voici ma question, s'il vous plaît. Merci Galaxy. Merci. Il y a plusieurs questions dans ta question. Oui. La première des choses, c'est que les apôtres, bon, je ne les connais pas, je ne suis même pas en contact avec eux par WhatsApp ni autre. Bon, ça, c'est des gens du Deuxième Testament que je ne connais pas tellement, parce que moi, je me spécialise dans le premier et la religion juive. La deuxième des choses, c'est que le 144 000, s'il y avait destruction de la planète, ce serait 144 000 personnes qui seraient requises pour pouvoir la recréer, tout simplement. Mais les Elohim ne vont pas revenir avec 144 000 personnes, d'après ce que j'ai compris, et puis Daniel me corrigera si je me trompe. Non, il n'y a rien à corriger, mon cher Léon. Mais je pense qu'il y avait une autre partie de la question. Il parlait des 12 tribus d'Israël, si Oui, si les j'ai 12 tribus compris. d'Israël existent toujours et il y en a en Afrique, justement, celle des Yakuba, qui sont les descendants de Jacob et de la tribu de Dan, qui, eux, je laisse Daniel discuter de ça peut-être, vous donner quelques nouvelles là-dessus. Non, mais en fait, c'est une histoire fabuleuse c'est la tribu des Dan qui, depuis des milliers d'années, réserve un terrain pour le retour des êtres de l'espace, parce que dans leur tradition, il est question que leurs créateurs sont des êtres qui viennent d'une autre planète. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire et à la tribu des Dan. Les deux pays que nous avons visités cette année ont aussi des légendes qui font référence à des êtres qui viennent d'une autre planète. Soit on les appelle les géants, ou on les appelle les créateurs, ou on les appelle les frères ou les pères de l'espace. Mais on se rend compte que la plupart des peuples ou des tribus du monde ont des histoires semblables. Donc ça nous aide beaucoup aussi parce qu'on peut faire reposer une certaine partie de notre argumentation sur leur passé. Et ça, c'est aussi très intéressant, hein. Les Elohim ont laissé des traces partout. Il faut juste avoir l'intelligence et la conscience de les reconnaître. Et c'est notre rôle aussi, comme le fait très, très bien Léon, de faire comprendre sous une lumière plus actuelle les écrits anciens. Mais ça, on les retrouve aussi chez les Yakuba, on les retrouve aussi ailleurs, dans d'autres tribus à travers le monde, même ici en Amérique. Hein. Les Star People, c'est pas les Raéliens qui ont inventé ça, là. Ce sont des traditions où les Autochtones du Canada et des États-Unis attendent aussi le retour de leur père de l'espace. Donc, ça va encore dans le sens de ce que disait Mariella tout à l'heure. Tout est en train de converger vers la vérité, en fait. Et c'est magnifique. On vit vraiment, je ne voudrais pas vivre à aucune autre époque que celle dans laquelle on vit présentement. C'est extraordinaire. Donc, restons en santé pour être là quand les Elohim vont revenir. C'est ce qu'il faut. Oui. Je trouve que, enfin, je sais pas vous, mais Daniel, Léon, Daniel et Léon, oui, je trouve que là, franchement, on est sur une belle conclusion, je trouve. Parce que on parle de convergence, on parle d'histoire. Tous les pays de notre planète ont une culture, ont une histoire, ont des traces de l'existence et du passage des Elohim sur la Terre. Nous sommes là pour aider chacun de ces pays à renouer avec la source, en fait, avec leurs antécédents, avec leur histoire. Notre rôle, il est magique aussi, il est magnifique par rapport à ça. On est là pour l'avenir, c'est-à-dire pour préparer la construction de l'ambassade, l'accueil des Elohim, mais on est aussi là pour réconcilier les êtres humains avec leur passé, pour pouvoir encore mieux
avec pacifisme, accueillir leur créateur, leur père, leurs frères, leurs sœurs, et accueillir les Elohim sur la terre. On est là pour faire le lien, en fait, entre le passé, je trouve, hein, c'est une sensation personnelle, on est le maillon, un peu comme la théorie de l'évolution, quelque part on est le maillon manquant, ou plutôt le maillon existant aujourd'hui, on est le maillon qui relie, qui renoue la chaîne entre le passé et le futur. Et sans ce maillon-là que nous sommes, nous ne pourrions pas, en fait, rendre cette chaîne, qui est celle de l'humanité, être aussi solide. Et c'est avec cette base-là, avec ce fondement-là, qu'on va pouvoir accueillir les Elohim sur terre. Enfin, je trouve qu'on est sur vraiment une belle conclusion grâce à Daniel, la présence de Daniel, grâce à la présence de Léon. Je trouve que cette synagogue, on ne pouvait pas rêver mieux. Et puis c'est notre essence même, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait mouvoir, c'est ce qui nous fait faire un pas à chaque fois, chaque jour, un pas de plus vers la construction de l'ambassade. Chaque jour qui passe nous rapproche de cet événement historique futur qui est magnifique. Mais je vous laisse, si vous voulez bien, j'ai envie qu'on termine en fait sur cette note-là qui est vraiment magnifique, et vous laisser à tous les deux le mot de la fin, avant qu'on ne puisse envisager la prochaine synagogue qui, j'imagine, sera tout aussi belle. Merci, Mariela. Léon, Daniel. Vas-y, Daniel. Non, vas-y, Léon, à toi l'honneur. Oh non, vas-y. Moi, j'ai déjà trop parlé. Je pense que l'essentiel de mes propos, j'espère que vous l'avez compris. J'espère que mes propos ont été suffisamment clairs et imagés et enthousiasmants pour vous donner un second souffle, parce que ça vient très rapidement, très rapidement. Tout à fait, cher Daniel, et c'est extraordinaire qu'on prenne conscience que nous sommes un avec toute l'humanité et que nous sommes un ensemble avec tous les Raéliens de la planète, et que cette union fait notre force et que nous devons y aller la main dans la main, en étroite collaboration les uns avec les autres pour arriver, car le succès, la construction de cette ambassade, c'est l'effort de 50 ans de plein de Raéliens, 50 ans du prophète en train de voyager d'un endroit à l'autre, des décalages horaires, en subissant des insultes, toutes sortes d'injures. Et puis, on est là et on n'a pas fini d'être là, même si ça déplaît à plusieurs. Et cette ambassade, on va la construire avec ceux qui voudront nous donner la main et aller de l'avant avec nous, ou bien sans eux. Mais de toute façon, les Elohim viendront et nous allons les accueillir avec ceux qui veulent faire partie de l'équipe ou pas. Et elle sera construite. Alors, merci à tous encore une fois. Et puis, peut-être juste fermons les yeux, juste une petite minute pour envoyer de l'amour, tout d'abord à toute l'humanité, à toute vie sur Terre, aux plantes, aux fleurs, aux animaux, qui sont tous la création des Elohim avant de nous avoir créés. Pensons aux Elohim et envoyons-leur de l'amour, et à notre prophète pour nous avoir apporté ce magnifique cadeau qu'ils nous ont donné. Parce qu'il faut qu'ils nous aiment pour pouvoir nous accepter et nous donner tellement d'amour et vouloir nous sauver de notre autodestruction. Alors, plein d'amour à ce prophète qui nous aime et que nous aimons. Et nous sommes derrière lui et nous y serons et nous y resterons aussi longtemps que nous vivrons. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci Léon, merci Daniel encore une fois pour votre magnifique présence et l'éclairage de vos propos. Et puis rendez-vous à tous
pour notre prochaine synagogue, l'Arche d'Alliance, donc le dimanche 26 mai. Et je vous embrasse tous. Très belle soirée à tous, où que vous soyez sur la planète, selon vos continents. Et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.